Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast 108 milliards. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Marie Houtier, qui est une grande entrepreneure française. Entrepreneur française. Bonjour Marie. Bonjour, enchantée. Enchantée. Pourquoi tu dis enchantée? On se connaît. Oui, on se connaît bien. Alors, raconte d'abord qui tu es, Marie. Je suis entrepreneur, investisseur. J'ai monté une start-up en 2016 à Londres qui s'appelait Aiden AI, qui était une boîte de B2B SaaS, que ensuite j'ai revendue à Twitter en 2019. J'ai ensuite rejoint Twitter pendant quelques années, pendant la période du earn-out. J'étais basée à Londres avec toute l'équipe au début et ensuite je suis partie aux États-Unis. J'étais en Californie jusqu'à très récemment, donc en tout j'ai passé 13 ans à l'étranger. Et je viens juste de rentrer m'installer en France. Welcome back. Merci. Du coup... Bon alors attends, juste on va mettre une petite... Donc tu as monté une boîte en 2016 que tu as revendue à Twitter en 2019. Oui. Ok. C'est allé assez vite. Okay. Après, parfois, tu sais, en entrepreneuriat, t'as l'impression que les années, c'est des années de chien. Donc, il se passe beaucoup de choses dans ces 3 ans en soi. Chaque année dure 7 ans, c'est ça C'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça a été assez intense et en même temps... j'ai pas l'impression que c'était hyper rapide, c'est ça qui est fou. Mais juste, ce qui est juste, pourquoi j'ai dit pause, parce que pour énormément d'entrepreneurs, se dire que t'as réussi à faire un home run, ce qu'appellent les VC un home run en 3 ans, c'est incroyable. T'en as conscience? Pas comme ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que j'ai conscience que j'avais compté le nombre de jours. C'était 1246 jours. Donc, en soi, c'est rien. En revanche, je pense que j'ai été assez mal à l'aise parfois avec le traitement que les journalistes ont eu de ça, parce que ça encourage ce fameux mythe, de Happy Sexy Millionaire, où faut être successful avant 30 ans, sinon t'as raté ta vie. Et puis surtout, ça encourage beaucoup de gens, j'en parlais hier avec un ami, à monter des boîtes juste pour les vendre. Alors que, en fait, si tu fais ça, pas le but. Moi, je l'ai pas monté pour la vendre. En fait, comme tu le sais, le concept de l'entrepreneuriat, c'est un peu de sauter d'un avion et de construire le parachute pendant ta chute. Et donc, toi, tu dois tourner le Rubik's Cube jusqu'à ce que toutes les couleurs s'alignent. S'il y a aucune des couleurs qui s'aligne, il faut sortir. Sinon, la boîte, tu la jettes. Donc, tu me demandais si j'étais fière. Je pense que je suis fière que, en tant qu'équipe, on a réussi à trouver un outcome qui a bénéficié les employés qui ont pris un risque en nous rejoignant et que, en fait, on a intégré notre produit et notre technologie dans la stack Twitter ensuite. Donc, c'est un intérêt très stratégique pour Twitter quand ils nous ont racheté. Ça, j'en suis fière. Absolument. Mais en soi, non, je suis pas fière ou pas fière d'avoir fait ça en 3 ans, parce que si j'avais pu le faire en 10 ans, 20 ans, 30 ans, moi, ça m'allait aussi. C'est juste qu'il faut essayer de t'adapter en fonction du contexte qu'il y a. Et c'est ça que j'ai... Alors déjà, on va dire à nos auditeurs comment on s'est rencontrés, toi et moi. Donc c'était en 2016, je crois, ou 2017, je sais plus. Mais à l'époque, tu venais de monter Aiden et tu voulais lever des fonds. Et moi, j'étais chez Isaïe, donc je m'occupais des investissements en amorçage. Et je me souviens très bien que on avait eu peut-être un premier call et puis après, tu étais venu à Paris. Je me souviens très bien où est-ce qu'on s'était vu. C'était un café derrière chez moi, Tout à fait. pas loin de Place de Clichy. Je crois que tu étais enceinte. Ah oui, c'est ça, j'étais enceinte. Ah bah donc c'était été 2016. Je pense que ça devait être en mai 2016. C'est pour ça que je t'avais dit bien. Pour peut-être une partie que toi tu connais moins bien, mais tu nous as fait la bise à tous les deux. Et je pense qu'en Angleterre, on fait tellement pas ça que je me rappelle que mon cofondateur était un peu mal à l'aise en disant mais comment c'est possible, parce que tu sais pourtant il est français aussi. Il est français, mais en fait les dynamiques de pouvoir font qu'en Angleterre on se touche pas déjà. D'accord. Et donc quand tu viens demander de l'argent à un fonds d'investissement et qu'il y a eu ce truc là, je trouvais ça très drôle parce qu'on se rappelait de toi pour ça en particulier. C'est énorme, j'adore cette histoire. Mais oui, bah moi j'ai toujours été, ça fait longtemps que je suis hyper naturelle. Très naturelle. Et t'étais entrepreneur avant d'être VC aussi, donc il y a ça qui ressortait. Et donc à l'époque on s'était vus assez rapidement. Je me souviens que comme de toute façon vous étiez en Angleterre, vous alliez aux US, j'avais refilé enfin en tout cas j'avais regardé le dossier avec Paul. Coucou Paul Strackman, mon ancien collègue que j'aime beaucoup. Et donc bon, on a continué un peu à discuter, mais finalement Isaïe a décidé de pas y aller. Mais toi et moi, je sais pas pourquoi, il y avait un espèce de fit où on est resté en contact. Ah, pas non plus, on s'appelle pas tous les matins, pas du tout, on s'est pas parlé pendant plusieurs années même. Mais il y a eu un truc où, je sais pas, je me suis tout de suite sentie en confiance. Je savais que, je sais pas comment, mais je savais qu'un jour on se retrouverait. Et on est là aujourd'hui. Bah merci. Mais non, moi je trouvais que c'était hyper intéressant de voir que tu étais devenue coach, parce que en ayant été exposée au système américain et anglais, je vois que les entrepreneurs sont
énormément accompagnée. Ouais. Quelque chose que moi m'a manqué à titre personnel, et je pense que c'est un gap qu'il y a en France que tu essaies de combler, et je pense que c'est hyper bénéfique pour les entrepreneurs et pour l'écosystème. Ah bah c'est gentil. Mais oui, effectivement, c'est un des constats que j'avais fait et qui m'a encouragée à y aller. Et depuis, je m'éclate et je vois bien l'utilité entre guillemets que ça peut avoir. Donc toi, ce que je comprends, c'est que tu t'es pas fait coacher pendant ces années-là. Non, je me suis auto-coachée énormément. Ouais. C'est quelque chose que je fais très naturellement. Je le fais pour les autres, je le fais pour moi. Ouais. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je consomme beaucoup de contenu, mais j'avais pas envisagé du tout de me faire coacher. Parce que je pense qu'il y a ce truc où on se dit non mais je suis juste en train de démarrer une boîte, je vais pas commencer à me faire coacher. Donc on se sent pas légitime pour se faire coacher. Ah, c'est intéressant. Ouais, quelque part. Et puis l'autre sujet, c'est que après c'est un coût financier qu'on comprend pas bien. C'est comme dans tout. Après, quand on prend de l'expérience, on commence à comprendre. En fait, il y a un coût, mais c'est pas celui qu'on pense si on le se fait pas coacher. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris. Oui, d'un côté il y a un coût. Moi je dis d'un côté c'est un investissement et d'un côté il y a un coût. Faut pas le faire. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est un truc super important. Je pense que les étudiants maintenant commencent à changer de mindset. Quelqu'un avec qui je parlais qui me disait que maintenant ils empruntent de l'argent pour payer leurs études aux États-Unis et pour se faire coacher. D'accord. Dès le début de leur carrière, super intéressant. Ouais. Parce que quitte à avoir un emprunt sur le dos, en fait, un peu plus, un peu moins, et du coup, ils ont accès à beaucoup plus d'outils. Ouais. On reviendra sur le sujet du coaching et de l'entrepreneuriat après, mais avant ça, moi j'aimerais comprendre. Donc du coup, toi, t'as passé, tu viens de dire 13 ans à l'étranger, donc c'est-à-dire que t'étais à l'étranger avant de monter Hayden. Tout à fait. Ouais. T'as grandi où, toi? J'ai grandi en Normandie. D'accord. T'as fait toute ta vie en Normandie, enfin presque, ouais, toute ma vie. Quand j'ai eu non, alors moi j'ai une particularité, c'est que je parle anglais et allemand couramment depuis que j'ai 11 ans. Comment ça se fait? Parce que mes parents, ma maman notamment, a été très visionnaire et s'est dit que ça nous donnerait beaucoup de chance dans la vie de parler autre chose que le français. Et donc, je suis partie pendant 6 mois à l'étranger quand j'avais 9 ans dans un échange long, sans mes parents, dans une famille. Et j'ai fait la même chose en Allemagne quand j'avais 11 ans. Donc, très tôt, j'étais exposée à ce que c'est de sortir de sa zone de confort. Alors, je sais que ça paraît bizarre parce que c'est vrai que 9 ans, maintenant que j'ai des enfants qui ont 5 et 3 ans, je me dis, c'est vrai que ça fait jeune. Mais moi, je voulais partir, en fait. D'accord. Parce que ma sœur était partie. Et donc, j'ai été exposée un peu tôt à l'expérience de vivre à l'étranger sans ma famille. Oui, ça dépend des enfants. Tes parents, ils l'ont senti, toi, tu le sentais. Moi, j'adorais. Je trouvais ça extraordinaire. C'est la plus grande chance de ma vie. Ensuite, je suis rentrée en France et je suis repartie quand j'avais 25 ans. D'accord. Repartie en Angleterre, à Londres, à ce moment-là, et j'ai vécu une dizaine d'années à Londres. Et là, récemment, j'étais en Californie. Et est-ce que c'était un hasard qui a fait que t'es partie à Londres à ce moment-là, à 25 ans? Absolument ou est-ce pas. que... Je ne voulais pas du tout vivre en France. En fait, non, je me sentais pas du tout... je savais pas comment l'expliquer. C'est difficile d'articuler que je me sentais pas exactement dans le bon pays. Pourtant, j'aime beaucoup la France et j'apprécie énormément la culture et tout un tas d'aspects. Je me sentais très française, mais je me sentais peut-être un peu bridée et ça s'est énormément accentué quand je suis rentrée dans le monde du travail en France. En réalité, moi, j'avais même pas prévu de travailler en France du tout. On avait trouvé des stages à New York à l'époque avec la personne avec qui j'étais, mais on a eu un problème familial et du coup, j'ai dû rester en France. Et on est resté du coup 3 ans en France. C'était en 2007, il y avait la crise. Tout notre entourage me disait n'allez surtout pas à l'étranger, la peur de l'étranger, le fait qu'il y avait la crise. Et en fait, j'aurais certainement dû y aller à ce moment-là, mais j'ai écouté et je suis restée. Et après, je suis rentrée dans un schéma, je pense, assez classique, dans lequel moi, j'avais envie de plus tout le temps. Et en tant que stagiaire, on me disait non, c'est pas dans ta fiche de poste. Après, j'ai été embauchée, on me disait non, c'est pas à toi de le faire. Et je me sentais hyper bridée. Donc, il se trouve que j'ai dit à l'époque à mon petit ami à l'époque qu'il fallait qu'on parte. Enfin, en tout cas, moi, j'allais partir. Et que si lui, il voulait venir, c'était cool. Au final, c'est lui qui est parti. Il a entendu et il a trouvé un job avant moi. Il m'a dit, je pars à Londres. Ah, ok. Donc, ensuite, je me suis débrouillée pour trouver un job là-bas. Et donc, je suis partie il y a 13 ans. Et Londres, t'as choisi au hasard? Donc, tu voulais partir de France, mais t'as choisi Londres au pif ou? Non, mon rêve, moi, ça a toujours été de vivre aux États-Unis. D'accord. J'ai toujours
rêver des États-Unis. Et d'une manière un peu enfantine, quelque part aussi, parce qu'on est beaucoup exposé à ce que sont les États-Unis dans tous les contenus qu'on regarde. Donc, il y avait un petit côté fantasmé des États-Unis. Complètement, complètement. Mais parce que c'est la NBA, c'est Hollywood. Moi, j'ai déménagé à Los Angeles, pas à San Francisco quand je suis partie en Californie, ce qui déjà a surpris tout le monde et personne m'y a invité. J'ai dû négocier pour aller à Los Angeles parce que j'ai toujours été fascinée par cet endroit-là et je voulais y habiter et je l'ai fait. Maintenant que je l'ai fait, c'est bon, je l'ai retiré. Ça y est, tu l'as enlevé de ta bucket list? Ouais, et c'était important pour moi. Mais est-ce que c'était aussi bien que dans tes rêves? Mais en fait, c'était extraordinaire, mais bien sûr que c'était pas aussi bien que dans mes rêves, puisque rien n'est aussi bien que dans les rêves. Et c'est ça qui est génial, c'est que après, on a de la nuance quand on prend un peu de l'expérience. On apprécie des choses qu'il y a dans son pays d'origine, et parfois, il faut le quitter pour beaucoup mieux l'apprécier. Ce qui, franchement, est quelque chose que, en arrivant ici, j'ai ressenti qu'il y avait peut-être pas mal de personnes qui étaient pas super satisfaites, mais moi, j'aimerais tellement qu'ils ou elles partent ailleurs, parce qu'après, on se dit, ah, en fait, c'était très bien. Oui. Et on a plus cette perspective. Donc, ça donne ça, de partir à l'étranger. Puis, ça donne de l'humilité parce qu'on est personne. Quand on part à l'étranger, on n'a pas les codes. Et moi, qui parlais anglais, j'étais sûre que ça allait bien se passer parce que j'avais une confiance comme ça. Mais en fait, j'avais pas les codes. De parler la langue, ça veut pas dire que tu sais comment te comporter, ce qui est accepté, pas accepté, et tu comprends pas les codes par lesquels tu es jugé non plus. Ouais. Ce qui est génial parce que tu as pendant 3-4 ans cette impression de tolérance extrême. Ah, donc les gens sont tolérants. Mais t'as l'impression, puisque tu ne comprends pas les codes par lesquels tu es jugé. D'accord. Toi, tu penses que tout le monde est tolérant alors qu'en fait... Non, puisque c'est humain. Dans tous les pays du monde, les gens vont juger en fonction de certaines choses, sauf que tu décryptes pas ce que c'est. En France, ça va être peut-être l'école que tu as faite, le milieu social duquel tu viens. En Angleterre, en fait, c'est lié à ton accent. Ok. Donc, bien sûr que si tu viens de Oxford, ça va s'entendre. Si tu viens de Manchester, ça va s'entendre aussi. Et donc, il y a tout un tas de choses qui sont associées à ça. Mais quand tu captes pas... Mais ça, tu le savais pas du tout? Non, pas du tout. Et je l'ai su parce que, en fait, mon accent a changé en fonction des gens que je côtoyais. Et il se trouve que une personne qui a été très influente dans ma carrière, c'était un de mes managers, avait un accent très aristo. Moi, j'avais aucune idée, mais j'ai commencé à parler comme lui sans faire exprès. Et là, les gens ont projeté. Mais oui, ce qui est marrant, c'est que plus tard, quand j'ai commencé à lever des fonds, ça a déstabilisé beaucoup les gens que j'ai cet accent-là, parce que ils m'ont prêté des qualités intellectuelles que j'avais pas. Ok. Parce que t'as une maîtrise de la langue. C'est juste que c'est comme les gens qui ont l'oreille pour la musique. C'est une forme d'intelligence et encore une fois, c'est un petit peu surcoté de juste dire comme la personne parle plusieurs langues, elle est forcément intelligente. Mais ça m'a aidé dans la levée de fonds. Incroyable. Mais donc du coup, tu te retrouves à Londres, tu trouves un boulot, tu bosses où avant de fonder Hayden? Je travaillais dans une agence média. D'accord. Donc j'étais dans une agence média et j'ai une expérience extraordinairement médiocre parce que j'avais tellement fantasmé l'Angleterre que je pensais que ce serait génial. Et en fait, j'étais juste quelqu'un qui comptait pas dans une grosse équipe. J'avais pas forcément de valeur ajoutée parce qu'en plus, j'étais en agence média et en fait, pour être bon en agence média, il faut avoir grandi dans un pays et regarder la télé. Point. C'est ça le concept. Donc toi, tu connaissais pas les... J'avais jamais regardé la télé en Angleterre. Ouais. Donc en fait, c'était difficile de vendre des sponsorings de programmes télé quand on n'avait pas ce background-là. Et j'avais hyper conscience de mon manque de valeur ajoutée. Donc ça a été une grosse claque parce que moi, je voulais absolument l'excellence est dans ma tête. En France, j'avais pas réussi à trouver ça parce que peut-être que j'avais pas fait la bonne école, on mettait pas dans les bons postes qui me permettaient d'atteindre l'excellence. C'est parce qu'en France, moi, je trouvais qu'il y avait pas d'incentive pour l'excellence parce que le système est fait pour optimiser pour le milieu. Alors explique-moi ça. Premièrement, tout le monde arrive en retard. En France, c'était il y a longtemps. Je sais pas si c'est le cas parce que je viens juste de rentrer. Je pense que c'est encore le cas. Ok. Deuxièmement, c'était par ma faute aussi, mais bon, je sortais d'école, donc j'avais pas appris grand-chose. J'ai commencé à prendre des habitudes que je voyais les gens autour de moi faire des choses. J'ai fait la même chose. Quand je suis arrivée en Angleterre, je me suis fait je me suis fait convoquer par ma boss et elle m'a dit, j'ai remarqué que tu partais toujours à 7h du soir. Tout le monde part à 5h15. Comment ça se fait? Et moi, j'étais un peu fière. Oui, en France, c'est très valorisé. Je suis restée au bureau hier. Hyper valorisé. Et j'ai dit, bah oui, je suis dévouée, je fais ce qu'il faut pour faire plus. Et elle m'a dit, non, je pense que t'as pas bien compris. En fait, tu mets 25% plus de temps que les autres pour faire la même chose.
Donc, si t'arrives pas à partir à 5h15 d'ici 2 semaines, je vais devoir te le virer. Ah, c'est génial, j'adore cette histoire. Mais j'ai adoré. En fait, franchement, je pense que c'est comme si on m'avait jeté un seau d'eau au visage et je m'étais réveillée. Ouais. Oui, c'est un changement de paradigme énorme. Mais oui, et pourtant, it makes total sense. Oui. C'est tellement vrai ce qu'elle a dit. Oui, mais nous, en France, on est complètement aveuglés sur le truc des horaires. Bah, je sais moi, pas je me si souviens, j'avais une stagiaire. Moi, je détestais ça. Je pense que ça s'est calmé, mais je pense que c'est encore vachement le cas. En tout cas, quand tu vois les horaires des gens, on n'est pas du tout sur du 5h15. Et il y a encore ce petit côté, de toute façon, attends, moi je bosse beaucoup, c'est stylé. Moi, je me souviens que j'étais stagiaire en 2e année d'école d'ingé au Crédit Lyonnais, et j'avais une boss, mais tous les matins, elle nous expliquait à quel point elle était restée jusqu'à 10h du soir au bureau et que c'était terrible et tout ça. En plus, tu sais, il y a le petit côté un peu, allez, je me fouette un peu sacrificiel de, je me sacrifie pour la cause. Et puis un soir, je suis restée au bureau tard parce que, alors pour le coup, j'étais en train de chercher un appart, donc je suis restée sur les petites annonces, machin. Et en fait, elle est venue me taper la discute, je pense, de 19h à 21h15. Et alors là, j'ai compris, en fait, elle a pas de vie, ou elle a un truc elle a pas envie de rentrer chez elle. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec sa quantité de travail. Et ça m'avait réveillée un peu. Mais donc, toi, effectivement, tu as vu le paradigme inverse de c'est considéré comme un défaut. Tout à fait. De rester un tard. Manque de productivité, un manque d'efficacité. Et j'étais vraiment contente de pouvoir avoir l'opportunité de développer de la discipline, la productivité. Je ne vidais pas mon inbox en partant. Parce qu'on me l'avait jamais appris, j'avais jamais vu. Moi, je travaille que par imitation, donc j'ai besoin de voir des gens qui font des trucs extraordinaires, hyper efficaces, et je peux le faire. Mais je suis pas quelqu'un qui peut le faire juste en voyant une feuille blanche. J'ai pas la science infuse. Et donc, comme j'étais pas entourée, et on dit qu'on est la moyenne des 7 personnes qu'on fréquente le plus. Merci Mathieu Stéphanie, dans celui qui dit ça dans son podcast. Oui, certainement. Après, c'est assez connu. Il y a effectivement il y avait pas cette incentive à être tiré vers le haut. Et donc, en allant en Angleterre, j'ai appris plein de trucs. Alors, cette première expérience a été très painful parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de valeur ajoutée. J'étais la seule française et j'étais pas la rockstar que je pensais être. Oui, clairement. Mais alors, juste attends, pour revenir avant de continuer sur ton expérience en Angleterre. Donc, tu dis pour toi, en France, on n'est pas du tout câblé pour l'excellence. On nous câble pas pour l'excellence, on nous câble pour moyen. C'est compliqué de s'exprimer là-dessus parce que déjà je suis partie et il y a ce truc de tu l'aimes ou tu la quittes. Oui, mais ton feeling à la limite. Juste mais pourquoi t'as voulu absolument partir à la limite? Parce que je pense qu'il y a de l'élitisme en France, mais moi je vois rarement de l'excellence. Ok. Et l'élitisme, c'est quoi? C'est les grandes écoles, tout ça? Oui, c'est l'entre-soi, c'est les milieux, des gens qui se connaissent et qui ne se rendent pas du tout compte que il y a des. Ils sont pas si bons que ça, quoi. Alors, en fait, c'est pas ça, c'est qu'ils ont été aidés. Donc, si tu veux, dans ce contexte de marathon, qui est l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat, si tu commences au kilomètre 30, ça t'aide. Ça t'aide. Et tu finis le marathon et tu dis j'ai fini un marathon. Si tu sais que tu as commencé au kilomètre 30, alors là, ça, c'est les gens super intéressants, je trouve, qui parlent de leurs privilèges, qui sont capables d'aider les autres et de tendre la main. Et tu sais, c'est la différence entre des gens qui sont des mentors, donc qui sont en haut de la montagne et qui t'expliquent comment ils l'ont monté, et des gens qui sont des sponsors, te tendent la main et te prennent avec eux. Et ça, moi, je ne l'ai pas trouvé en France, sauf si tu étais dans les bons cercles. Et du coup, pour réussir, il fallait faire ce truc d'être dans les bons cercles. Après, c'est certainement vrai dans d'autres milieux. Mais je suis hyper contente d'avoir eu cette base, ce socle que moi je trouvais qui était hyper important quand j'avais 25 ans, des choses basiques, d'arriver à l'heure, de finir ses emails avant de rentrer chez soi, de répondre à tous ces emails et pas dire je le ferai demain. Il n'y a pas d'excuses, on se donne pas d'excuses. D'accord. Et ça, tu l'as appris dans ta première expérience en Angleterre, où là-bas c'est beaucoup plus normal. C'est tout à fait normal. Okay. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est quand je suis partie de mon agence média en France, j'entendais beaucoup les gens qui se plaignaient des Anglais quand ils allaient dans l'agence média sœur en Angleterre. Et je me disais, c'est marrant parce que les Anglais ont l'air de beaucoup critiquer les Français et les Français critiquent beaucoup les Anglais, mais c'est parce qu'ils se comprennent pas. Donc, globalement, toi, tu t'es sentie beaucoup plus à l'aise. En tout cas, tu sentais qu'en France, t'allais pas forcément aller là où tu voulais aller. Et tu as senti l'envie d'aller très vite à l'étranger. Et c'est là où tu as trouvé une autre culture de travail qui te convenait mieux? J'ai senti qu'en France, disons qu'on me disait souvent qu'il fallait passer par certaines étapes. Et je trouve que c'était très lié à l'émotionnel. Il y avait beaucoup de relationnel. Et moi, je voulais absolument être dans un job où on pouvait juger mes compétences. Et parce que je me suis dit, si aujourd'hui on m'apprécie parce que j'ai de l'humour ou parce que je suis sympa et que je veux bien parler, comme tu disais, à 19h30 jusqu'à 21h, mais c'est pas des vraies compétences.
Donc, je voulais me mettre dans un environnement qui était ultra difficile parce que j'avais pas les codes, parce que j'allais devoir bosser. Je voulais bosser, en fait. Je voulais de l'effort. Et j'avais pas trouvé cet environnement-là en France. Ou alors, c'était pas un effort qui valait le jeu quand je voyais les gens, par exemple, dormir au bureau jusqu'à 22h, alors que je sais qu'ils étaient très mal payés, parce que moi aussi, j'étais très mal payée. Je me disais, j'ai pas envie d'être eux. Ouais. Donc je cherchais de l'inspiration, j'en ai vu en Angleterre et j'ai aussi bien sûr pas fait un home run. Quand je suis arrivée, j'ai décidé de partir en fait de l'agence média parce que ça marchait pas trop. Enfin ça marchait pas du tout, dans le sens où j'étais pas particulièrement appréciée, mais ils me gardaient quand même. J'étais pas appréciée dans le sens où je pouvais pas forcément apporter quelque chose d'extraordinaire. Tu créais pas beaucoup de valeur. Non, moi je trouvais pas que je créais de la valeur. Et eux, ils pensaient quoi? Ben en fait, donc c'est là la première première leçon que j'ai reçue, c'est qu'en fait c'était pas qu'une histoire d'un pays, c'était une histoire d'un contexte de boîte. Et en l'occurrence, j'étais dans une agence média en France, une agence média en Angleterre. Malgré les différences culturelles, j'avais pas l'opportunité d'être quelqu'un qui était le most valuable player, parce que c'est pas structuré comme ça. Et l'individu est pas plus fort que le système. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, je suis pas dans le bon truc, il faut que je sorte et il faut que j'aille dans un job où je voulais pouvoir être virée si ça marchait pas. Parce que du coup, quand ils te gardent, ça veut dire que tu comptes. Sinon, tu comptes pas. Et pour moi, en fait, si tu veux, l'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Oh là 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 là. Et c'est vrai. J'ai dit ça un jour, j'avais 15 ans. J'ai sorti ça. C'est vraiment réel. Et moi, je voulais pas laisser les gens indifférents. Je voulais qu'ils pleurent si je m'en aille, et c'était pas le cas. Je pense qu'ils auraient à peine remarqué si j'avais disparu. Ou alors, ils auraient seulement remarqué parce que leur thé était meilleur. Puisque quand je devais aller faire le thé, ils étaient pas du tout contents. Je laissais pas les sécher assez longtemps. Donc j'ai cherché à partir. Et là, j'ai passé beaucoup d'entretiens. Et j'ai énormément raté. Parce qu'en fait, je ne savais pas dire les bonnes choses. Ce que je ne savais pas. Donc j'ai quand même passé 17 entretiens. Ok. Et c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure sur les codes. T'avais pas les codes ou c'était autre chose? J'avais pas les codes et en fait j'avais pas le feedback pour m'améliorer. J'avais pas cette feedback loop. On te disait juste non, désolé, on a pris quelqu'un d'autre. Oui, et puis en plus le pire c'est que comme je comprenais pas les codes, j'avais toujours l'impression que ça s'était trop bien passé. Mais limite je me disais je sais pas, j'ai l'impression que là on me demandait en mariage. Et en fait, j'ai soit pas de réponse, soit on a choisi quelqu'un d'autre. Et c'est important, pourquoi? Parce que, en fait, plus tard dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on cherche à faire quand on itère très rapidement sur un produit. On cherche à avoir du feedback de la part des clients. Et les clients qui vont dire, ouais, c'est sympa, pour être gentil, ça sert à rien. On a besoin de savoir ce qui va pas et ce qui va faire que ça produit vraiment de la valeur. Donc, quelque part, j'étais mon propre MVP, Minimum Viable Product, et je savais que j'apportais pas de valeur. Donc, j'ai pas réussi à trouver le product market fit pour ma personne au début de ma carrière. Ouais. Donc, j'ai passé plein d'entretiens. Au final, j'ai fini après 17 échecs quand même, à obtenir un job, mais pas pour une boîte anglaise, pour une boîte qui était française. D'accord. Et j'étais envoyée en Angleterre. Et donc, rapidement, finalement, ça marchait pas non plus. Donc, je me suis fait virer de ce job-là. Pour plein de raisons, c'était pas un bon fit, mais je m'étais un peu auto-embauchée. J'avais convaincu la personne que j'étais nécessaire. La personne s'est dit c'est super parce qu'elle coûte pas cher. C'est sûr que ça, je coûtais pas très cher. Et pourtant, j'avais quand même réussi à négocier une grosse augmentation entre les deux parce que on peut pas tomber du sol comme vous disiez. Mais au bout de 9 mois, en fait, je suis partie. Et là, j'ai eu la chance de ma vie de tomber complètement par hasard sur 2 Américains, enfin un Américain et un Anglais en l'occurrence, qui travaillaient pour une start-up américaine et qui finalement ont fini après un process assez long par m'offrir un job qui a changé le cours de ma vie professionnelle. Ok. Est-ce que tu as eu de la chance? Absolument. Mais est-ce que tu l'as cherché cette chance quelque part? Pour avoir de la chance, il faut être réceptif. C'est une question d'ouverture. Si on cherche des opportunités, on va en trouver. Mais là, on peut pas dire que j'ai pas eu de chance. C'est-à-dire que j'étais littéralement, quand je travaillais pour la boîte dont je me suis fait licencier, je travaillais dans un membership club, comme il y en a beaucoup en Angleterre, parce que je n'avais pas de bureau physique. Donc, je me retrouve dans ce membership club. Il y a plus de place dans la salle dans laquelle arrivent ces 2 personnes. Donc, ils me demandent s'ils peuvent s'asseoir à côté de moi. Donc, je dis oui. Et là, à partir de 18h, on n'a plus le droit d'utiliser des ordinateurs. Donc, il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit « Can you please close your laptops ?» Et je ferme mon ordi et je me retrouve toute seule. Et le mec me dit « Est-ce que vous voulez boire un verre ?» Première réaction, hors de question. Non, merci, j'attends quelqu'un. Tu pensais qu'il te draguait? Oui.
Okay. Parce que je pense que j'avais trop vécu en France. Et donc, après, je me rends compte qu'en fait, je suis toute seule, que le mec, évidemment, ne me draguait pas du tout, était juste poli. Et du coup, je dis, est-ce que votre offre tient toujours après 5 minutes? Et il m'a dit oui. Et donc, on a commencé à discuter. Et là, il y a le CEO de la boîte qui est arrivé, qui venait des États-Unis. Et on s'est très, très bien entendu, mais on n'a pas parlé très longtemps. C'était une vingtaine de minutes. Le lendemain, je reçois un email de Tim qui me dit que Mika, le CEO, aimerait vraiment savoir si je cherche un job. Et ma réaction est de dire pas du tout. Je pense que c'est pas possible qu'ils veulent m'offrir un job puisqu'on a parlé que 20 minutes et que j'ai pas parlé de moi. J'ai que posé des questions sur le produit, sur l'innovation, sur comment il avait monté tout ce truc-là. Et en fait, ils cherchaient des gens qui réfléchissaient comme ça. Oui, mais attends. Là, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Déjà, tu sais, tu disais que tu voulais avoir de vraies compétences. Tu voulais pas qu'on te recrute ou qu'on te garde juste parce que t'es sympa ou que t'as de l'humour. Finalement, dans ces 20 minutes, t'as pas essayé d'être recruté. T'as juste été toi-même. Et il se trouve que, en étant toi-même, tu as posé plein de questions sur leurs produits. Oui, alors, en fait, t'as raison. C'est-à-dire que c'est ma curiosité naturelle qui a coché les cases. Mais comme j'arrivais pas encore à différencier ce qui était attirant chez moi, c'est-à-dire que je suis vraiment curieuse, plutôt que je suis sympa, ce qui était très récompensé dans les agences médias où il n'y avait pas besoin, en tout cas au niveau auquel j'étais, d'avoir de réelles compétences. Peut-être plus tard ça changerait, mais je suis partie trop tôt pour le savoir. J'avais du mal à différencier et en fait c'est vrai que c'était ça. Et au final après je suis rentrée dans un process de recrutement qui était tellement professionnel que j'ai eu aucun doute sur le fait que c'était pas du tout mon sourire qui avait fait quoi que ce soit. J'ai eu 6 ou 7 entretiens avec des gens aux États-Unis. J'ai jamais été aussi challengée. Avant, c'était 1 ou 2 Et alors moi, ce que j'aimerais comprendre, tu sais, je suis coach, hein, je coach comme je respire, hein, j'ai pas le choix. Tu te tapes quand même 17 échecs avant ça. Il en est où ton niveau de confiance en toi à ce moment-là? Donc justement, avant de commencer ce marathon d'entretien qui change ta vie. Ok, raconte, parce que ça c'est... J'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. Et qu'est-ce que tu te dis sur tous ces échecs? Tu dis c'est eux qui ont été bêtes de pas me prendre? Pas du tout. En fait, j'ai même pas de feedback, donc je sais même pas ce qui leur a pas plu chez moi. J'ai pas l'opportunité de dire ils ont été bêtes. Je me dis clairement j'ai dû dire un truc, mais j'ai eu je vais même pas les raconter parce que. Ah bah si, tu peux pas nous dire ça sans le raconter. J'ai eu des moments complètement mythiques dans des entretiens où j'ai dit des trucs très gênants parce que je me rendais pas compte du double langage que ça comporte. C'est intéressant de voir à quel point les Français sont considérés comme des gens qui sont un peu sophistiqués, etc. Et puis après, tout ça pour dire que j'ai été dans des entretiens où j'ai quand même fait des gaffes monumentales. Mais donne-nous un exemple concret. Un exemple concret, j'arrive dans une radio, c'était une station radio, et il me laisse 15 minutes pour faire un petit exercice en me disant il faut que tu trouves, tu inventes un programme et tu inventes un sponsor, ou enfin tu en prends un vrai, et tu nous pitches comment tu leur vendrais. Donc ils partent 15 minutes, je réfléchis, je suis un peu à sec et là je repense à Oasis parce que voilà, c'est un truc typiquement anglais. Ok, je trouve une idée où je me dis ok, il y a un de leurs albums qui s'appelle Morning Glory. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un programme à 6h du matin quand les gens se réveillent très tôt pour raconter en 1 minute toutes les gloires de la veille. Donc les équipes qui ont gagné la veille pour les mecs qui se lèvent tôt le matin. Donc c'était sponsorisé par MG, Morning Glory. MG, c'est une marque anglaise qui fait des voitures comme Peugeot. Et donc je pitch le truc et là ils se mettent à exploser de rire en disant c'est génial, c'est brillant. Ah ouais, en plus c'est assez drôle. Et moi je me dis pourquoi c'est drôle? Et ils me disent c'est ce que ça veut dire Morning Glory. Et là je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai pas du tout compris. Et ils me disent en fait c'est une érection matinale. J'adore. Ouais, du coup, là, c'est un peu l'équivalent de Dailymotion. Tu connais l'anecdote de Dailymotion? Non, je connais pas. Quand Dailymotion, donc la plateforme vidéo française, a voulu aller en Angleterre, ils ont pas changé de nom parce que pour eux Dailymotion c'était très bien, c'était en anglais et tout. Sauf que de Dailymotion, il paraît pour les Anglais c'est le petit caca du matin. Donc il y a plein de trucs comme ça où tu sais pas que en fait t'es à côté de la plaque. Donc non, j'avais pas ce feedback-là pour revenir à ta question. Donc ils ont rigolé, ils ont trouvé ça génial, mais ils t'ont pas recruté. Non. D'accord. Non, parce que j'étais marrante, mais ça suffisait pas. Ouais. Donc ils se sont dit, elle va nous faire des gaffes comme ça tous les matins, quoi. Peut-être, et tu sais, en fait, je pense qu'ils avaient raison de pas me recruter parce que finalement, pour être bon dans ce job-là, il faut avoir du contexte culturel. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Si t'as pas regardé la télé, si t'as pas écouté la radio anglaise, c'est compliqué, quoi. Et donc, non, je suis pas abattue. Je suis pas abattue parce que je me dis, ok, j'ai pas craqué le truc, mais ça me challenge. Moi, j'adore les challenges. Donc, je me dis, ok, j'ai pas compris. Donc,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour comprendre? Au bout d'un moment, c'est clair que là, je me dis: «Bon, il faut que j'arrête ça, en fait». Et il faut que j'arrête et il faut que j'arrive à faire un truc qui est vertical plutôt qu'horizontal. Parce que si tu veux, en agence média, c'est comme dans les jobs d'audit. Tu vas être très horizontal, tu vas parler avec plein de clients différents de un peu de choses et tu vas parler de la télé, de la presse, de la radio et donc tu es transverse. Du digital, à l'époque, ça commençait à arriver, mais tu es pas spécialisé dans un seul truc. Et moi, j'avais envie de verticalité. Oui, tu te développes pas forcément une expertise pointue, quoi. Exactement. Okay. Et donc, les Anglais disent que pour réussir, il faut avoir une carrière qui est en forme de T. Donc, il faut de l'horizontal, ce que j'avais eu un peu, et il faut de la verticalité. Donc, moi, je cherchais ça à ce stade-là. Et en fait, en parlant avec cette start-up, je me suis dit, mais c'est fascinant. En fait, déjà, c'était un prof de maths qui a monté la boîte. Il était d'une humilité incroyable. Et pour te dire à quel point il était humble, j'étais curieuse, mais j'ai pas posé les bonnes questions. Je me rendais compte au moment où j'ai commencé. Donc, il y a un process qui se passe. Au bout de 3 mois, j'obtiens un job et je pars à Boston. Donc déjà, il me paye un billet, premier jour de taf, pour 2 semaines à Boston pour être formée. Il m'avait dit I have a small company. Donc moi, dans ma tête, j'avais pas demandé combien de personnes il y avait, mais il y avait 20 personnes. J'arrive dans les bureaux à Boston, je vois un énorme open space avec tout ce qu'on peut imaginer, c'était comme dans mes rêves, quoi, avec des sofas, des gros poufs et tout ça, tout le monde qui portait des hoodies avec la marque de la boîte, et en fait, il y avait 100 personnes. D'accord. Ah ouais. Ouais, et encore une fois, c'est ce truc où moi, je venais d'un milieu où c'était les agences médias, où bon, il y avait beaucoup de glamour et de choses qui étaient les gens qui balançaient des gros statements, mais qui délivraient pas forcément. Là, c'était exactement l'inverse. C'est des gens qui, factuellement, délivraient de la performance. C'était indéniable, il y avait du retour sur investissement, il y avait des chiffres qui montraient ça. Moi, ma question à ce stade, c'est, OK, donc t'as pas perdu confiance au niveau des 17 entretiens ratés. Tu savais que t'allais craquer le truc, tu t'es dit, il faut juste que je continue à itérer, et quand même, tu te dis, il faut que j'arrête d'être horizontal, il faut que peut-être que je trouve un truc un peu plus vertical. Donc, c'est tout ce que tu te dis, mais voilà, c'est pas tangible, j'imagine, pour une fille de 25 ans. Qu'est-ce que je vais faire en next step une fois qu'on s'est dit ça? Je sais pas. Et donc, mais du coup, cette confiance, elle vient d'où? Je sais pas. Enfin, si, je sais. Je sais pas est interdit dans mes coachings. Si, je sais. Je sais, elle vient du fait que déjà, j'ai été élevée par mes parents qui m'ont beaucoup donné de confiance en moi, d'amour. Et c'est un socle qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on va pas douter de ses propres capacités. Donc, bien sûr que ça vient de ça. C'est mon éducation à 100%. Après, ce qui est fascinant, c'est que j'ai effectivement... je le reconnais, beaucoup de confiance en moi, mais au fur et à mesure, et quand j'ai monté la boîte quelques années plus tard, on m'a tellement questionnée, mais j'ai eu des remarques extraordinaires sur ma confiance en moi. On m'a demandé si je venais d'un milieu très très riche, ce qui n'est pas du tout le cas. Pourquoi j'avais ce truc où j'avais peur de rien, quoi. Et je sais pas, je me suis posé la question, au bout d'un moment, on m'a tellement posé cette question que ça a commencé à me déstabiliser. Et j'ai pas aimé ça. Et donc, je le dis, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont cette confiance en eux, mais gardez-la. Bah, bien sûr, tout le monde cherche ça. Hein. Moi, les gens, ils bossent avec moi pour l'avoir. Hein. Oui, et en fait... Et je vais même aller plus loin. Je pense que je suis allée vers le coaching d'abord en tant que cliente, puis maintenant en tant que professionnelle, parce que j'avais pas ça. J'avais pas ce socle inconditionnel que les enfants sont censés avoir, mais que pas tous les enfants ont. Et je pense que, je sais pas où j'en suis, j'ai beaucoup progressé sur le sujet, mais je pense que je l'aurai jamais un jour, en fait. C'est ça que, je suis émue en disant ça, parce que j'ai des enfants en bas âge et j'ai aussi l'autre rôle, et de dire, quand on voit un adulte qui a eu ce truc-là enfant, je sais pas, moi maintenant, je sais très bien faire la différence en 2 secondes. Et je sais que je dis pas que c'est irrattrapable, c'est faux. C'est rattrapable, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont peur, et d'ailleurs en France, peut-être un peu plus qu'ailleurs, quoique, qui ont peur d'avoir trop confiance en eux. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Est-ce que on peut avoir une énorme confiance? J'imagine que tu as déjà douté dans ta vie. Qu'est-ce que c'est douter quand on a hyper confiance en soi? Non, mais alors, en fait, il y a le socle dont on vient de parler, qui est l'amour inconditionnel qu'on reçoit. Et après, il y a la conviction que moi, j'ai qu'on peut tout apprendre. Ça, pour moi, ça me sauve de toutes les situations. Ça ne veut pas dire que je ne rate pas. Je rate énormément. J'ai beaucoup, beaucoup raté. J'ai levé des fonds. Tu vois, le nombre de fois où on m'a dit « Non, je n'y crois pas. » Moi, la première. Oui, bien sûr.
En plus, avec tout le, tu vois, pourtant c'est des interactions qui sont même pas négatives pour moi en fait. Les gens disent franchement, j'ai vraiment envie que tu réussisses. Moi, ça m'arrive, je suis investisseur maintenant, donc bien sûr que je dis non. Très souvent. Ça veut pas dire que je pense que les gens sont nuls ou n'ont pas la capacité de réussir. C'est que pour moi, j'ai pas réussi à développer la conviction qui font que je me dis qu'ils vont réussir à craquer le truc. Ils auront beaucoup d'obstacles, de toute façon, et je sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir. Et c'est-à-dire que c'est pareil pour moi. En fait, quand les gens me disaient non, je vais pas te prendre, c'est qu'ils voient tous les obstacles que je vais avoir parce qu'ils connaissent le milieu dans lequel ils vont me faire venir. Et ils se disent, je suis pas sûre qu'elle va y arriver. C'est pas personnel. Enfin, si, c'est personnel parce que voilà. Mais moi, je considère que c'est une main tendue quand les gens ils disent non. Parce que ça rend pas service de dire oui, de donner de l'argent à quelqu'un qui en fait va se prendre des claques toute la journée ou qui va être intégré dans une équipe qui a pas du tout ce qu'il faut pour réussir. Moi, j'admire beaucoup les managers qui m'ont dit, d'ailleurs dans cette start-up, je voulais un job de sales et business development parce que je voulais développer ces compétences que je n'avais pas. Je savais que ça me manquait cruellement. Je savais pas comment j'allais réussir dans la vie si j'avais pas ces techniques de sales. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit tu vas être account manager parce que t'as l'envie et c'est super, mais t'as pas le contexte parce que c'était un tout petit bureau en Angleterre, il y avait que 5 personnes pour réussir. Et donc on veut que tu réussisses. Et pour moi c'est ça le coaching, c'est de dire aux gens aujourd'hui t'as l'envie, c'est génial, il faut pour réussir, mais il faut aussi des compétences de base. Et tant que tu les as pas, tu peux pas sauter cette étape-là. Hyper intéressant. J'aimerais juste qu'on fasse un mini retour en arrière. Ouais. Je ne savais pas comment j'allais réussir dans la vie si j'avais pas les compétences de sales. Est-ce que tu peux le répéter? Je rencontre tellement de gens, et notamment des coachs, des solopreneurs un peu comme moi, qui m'expliquent qu'ils n'ont pas envie de vendre, qu'ils n'aiment pas la vente, qu'ils sont nuls en vente. Pour moi, je cite une coach américaine que j'aimais bien, coacher et vendre, c'est la même chose. Brooke Castillo. Ah ouais, exactement. Et ça veut pas dire que je suis en train d'essayer de vendre toute la journée, absolument pas. Je n'essaye jamais de vendre. Mais ça, c'est un des trucs, franchement, tous les gens qui nous écoutent là, faut que vous compreniez ça, c'est pas sale, la vente. Et de toute façon, c'est une croyance tellement limitante pour vous, que c'est vous qui allez en payer les frais, si vous développez pas ça. Et ça, moi, je suis hyper en paix avec moi-même, ça m'a aidé. J'ai vendu ma boîte sans l'aide d'une banque d'affaires. Je l'ai fait toute seule, avec bien sûr mon cofondateur et on avait des avocats, mais les avocats sont pas allés faire les discussions. Il y a des dynamiques de pouvoir qui sont extraordinaires quand il y a, je rigole pas, 60 personnes de l'autre côté de la table de Twitter et nous deux. J'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas, à un moment donné, essayé de développer ces compétences-là. Mais tu sais d'où ça vient, à mon avis, enfin mon hypothèse, dis-moi ce que t'en penses, c'est que quand on dit être bon en vente ou faire de la vente, on imagine la caricature du marchand de tapis qui fait du porte-à-porte. Et le truc, c'est que il y a plein de contextes, la plupart des contextes, si t'es comme ça, t'es un mauvais vendeur. Il faut être différent. Tout à fait. En fait, c'est très basique ce que je veux dire, mais ce que tu décris, en fait, il y a toujours chez chaque personne qui vend, que ce soit un vendeur de tapis ou quelqu'un qui va vendre des trucs super custom, t'as un équilibre entre l'empathie et le drive. Si t'es aux extrêmes des deux, enfin si par exemple t'as que du drive et t'as pas d'empathie du tout, tu vas aller réussir à vendre des bibles à des musulmans. Parce que tu t'en fiches complètement de ce qu'eux ils veulent. Par contre, t'es très convaincante et donc ils vont l'acheter. Oui, sur l'instant, et puis 2 minutes après, ils regrettent. Ils regrettent pas parce qu'ils ont touché leur commission, mais les gens qui ont acheté, oui. Oui, non, je parle des gens qui ont acheté. Les gens qui ont acheté des têtes. Et donc, quand tu t'en vas et ton pouvoir hypnotique est terminé, là, ils sont dégoûtés. Donc, en fait, t'as perdu. De l'autre côté, si t'as que de l'empathie, t'as pas de drive, t'es quelqu'un qui va être un meilleur account manager, par exemple, pas un closer. Parce que, en fait, tu vas être dans la friend zone, tu vas pas réussir à obtenir des deals. Parce que c'est plus important pour toi que l'autre personne se sente très bien, etc. Donc, il y a un entre-deux, et c'est le solution selling. C'est écouter ce que veut la personne, de créer quelque chose pour eux. Et ça, pour moi, c'est fascinant. C'est comme dans tout, en fait. On parlait tout à l'heure d'excellence et de médiocrité. Tu peux être quelqu'un de médiocre et de tordre le bras à quelqu'un. Et je pense qu'on est un peu comme ça aussi quand moi j'ai certainement été médiocre avant de réussir à comprendre ces trucs-là. Je me suis fait remettre à ma place un nombre incalculable de fois. On m'a dit que j'arrivais à faire des trucs et mon boss en Angleterre m'a dit oui, t'arrives à faire en sorte que les gens fassent ce que tu veux, mais parce que tu leur tords le bras. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit merci. C'est pas l'image que t'avais de toi. Mais pas du tout. Mais s'il me l'avait pas dit, et donc les gens, pour plein de raisons, ne veulent pas avoir ces conversations difficiles. Et donc moi, pour revenir au sujet qui était celui de la confiance, moi je sais, si tu veux, j'ai confiance dans le fait que je peux apprendre.
Mais il faut qu'il y ait des gens qui te disent, qui te donnent du vrai feedback et que tu sois ouverte à le recevoir. C'est-à-dire que moi, je suis complètement ouverte. Je sais que je suis complètement imparfaite encore aujourd'hui. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Mais je suis vraiment ouverte sur le fait que on peut me dire, si on me donne du feedback constructif, on me dit ça va pas et c'est ça qu'il faut que tu fasses, je vais le faire. Mais alors, je reviens sur le sujet de l'amour inconditionnel qu'on reçoit enfant ou qu'on reçoit pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui a pas ce socle de base de recevoir du feedback. Parce qu'en fait, en permanence, je peux parler pour moi, même si, encore une fois, j'ai beaucoup bossé là-dessus, mais je pense qu'à la base, mon fonctionnement naturel, c'est qu'en permanence, quand on me dit quelque chose, c'est tellement insupportable parce qu'en fait, je pense que mon cerveau, il est en mode, OK, tu vas pas être aimé, en fait. Ouais. Et d'où tous les schémas de Miss Parfaite et compagnie qu'on peut retrouver chez plein de gens. C'est parce que c'est en fait, l'idée qu'on puisse, en fait, il y a un côté très, de toute façon, si on m'aime pas, c'est de ma faute. C'est la culpabilité infantile. Et du coup, si j'ai fait une faute, en fait, je suis toujours, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, alors que j'ai fait, je pense, des progrès de ouf sur le sujet, il m'arrive, quand on me dit quelque chose, ma première réaction, c'est d'être sur la défensive. De me dire, parce que ça touche, en fait, un truc tellement puissant. Bien sûr. Et je pense que du coup, toi, ce que j'entends, c'est que t'as jamais eu ce rapport au feedback ou à l'échec, parce que ça touche pas. En fait, pour toi, c'est deux routes qui n'ont rien à voir. Est-ce que j'ai ma place sur Terre? Est-ce que je suis aimée? Et est-ce que je vais... C'est sûr. Et j'ai cette chance-là. J'ai cette chance extraordinaire. Merci papa, maman. Mais tout à fait, merci papa. Tu vas me faire un petit bonjour que tu vas nous chanter aujourd'hui. Non, mais je suis vraiment convaincue de ça. T'as raison de le dire parce que effectivement, si vous sentez que vous avez cette réaction, en fait, il faut que vous disiez, OK, il faut que je regarde à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et c'est dur à faire parce qu'on pense toujours l'enfer, c'est les autres. Parce qu'on se sent agressé de la parole de quelqu'un. Mais en fait, c'est nous qui nous sentons agressés. Peut-être la personne à côté qui a entendu exactement les mêmes mots ne va pas se sentir agressée. Et donc, c'est là où on peut faire du reframing mental. Se dire, est-ce que ce que la personne m'a donné comme feedback, est-ce que c'est nocif? Peut-être, peut-être pas. Mais il faut se donner l'opportunité de dépasser ses émotions et d'essayer de creuser. Et moi, j'adore ça. J'aime bien être dans ma zone d'inconfort. Donc, quand ça, bien sûr que j'ai ressenti de la honte, de l'envie d'impressionner, tu surcompenses, bien sûr, de plus en plus au fur et à mesure de ma carrière, parce qu'après, je me suis lancée dans un truc où j'avais aucune compétence, zéro. Et au final, j'ai dû tout apprendre très, très, très rapidement. Mais comme j'avais cette conviction, je l'avais déjà fait avant. Et il y a aussi ce truc, mon ancien manager disait qu'il y a certaines personnes qui sont des phénix, selon lui. C'est-à-dire que quand on leur donne du feedback qui est complètement écrasant, en leur disant « Mounia, t'as pas du tout les compétences pour faire ça. Tu forces la main aux gens, tu ne les écoutes pas. Tu fais que ce que tu veux. » Il y a des gens qui s'effondrent complètement et il y en a qui renaissent de leur centre. Et toi, t'es un phénix. Selon lui. Ouais. Je sais pas combien il y en a, mais c'est sûr, bien sûr que moi, je suis complètement comme ça. Mais je pense que pour être un phénix, justement, il faut avoir cette espèce de confiance vraiment très forte je craquerai le code. J'ai pas encore craqué le code, mais je le craquerai. Et doublé de la conviction dont tu parlais tout à l'heure on peut tout apprendre. On peut tout apprendre. Mais c'est vraiment ça qui est important. C'est même pas, je pense pas à moi personnellement. Je me dis, les humains sont incroyables, ils peuvent tout apprendre. Ah, je sais. Pourquoi est-ce qu'on s'est reparlé il y a pas longtemps? Parce qu'on s'est retrouvés sur le sujet de la plasticité cérébrale. Mais oui, mais tout à fait. Ouais. Donc, quand tu as cette conviction de base, si tu veux, ça te détache de ta personne aussi, je pense. Ouais. Et c'est ça qui est important. Faut créer des buffers parce que, bien sûr, sinon, tu commences à dire, oh là là, clairement, je vais complètement foirer. Moi, je pense que j'étais à 1 mois de me faire virer, alors qu'en plus, je délivrais énormément de résultats pour cette boîte. Mes clients m'adoraient. Mais j'ai pas réussi à me faire respecter en interne parce que je forçais la main des account managers. Donc, j'ai dû apprendre à aussi faire du up management, mais du down management. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est quand tu as une personnalité assez forte, que tu es un peu alpha et que tu vas écraser des gens qui, sans faire exprès, tu vas donner de l'ombre à des gens qui vont progresser à un rythme un peu différent. Il faut que tu apprennes aussi à leur tendre la main. Parce que sinon, ok, t'es super, t'es en haut, et tu vois des gens comme ça dans les boîtes qui réussissent très bien, qui sont dans des postes très élevés, mais qui n'ont aucune espèce de considération pour les gens en dessous d'eux. Ce sont pas des bons leaders. Ah non, c'est sûr. Mais qui réussissent certainement. Ils réussissent jusqu'à un certain point. Mais à un moment, ça leur joue des tours aussi. Et puis souvent, ils se sentent seuls. Très seuls, ouais. Alors, on va faire, si tu es d'accord, 5 pas en avant. On reviendra après, si on a envie.
finalement, ta boîte se fait racheter par Twitter. Tu bosses du coup pour Twitter. Oui, je suis directrice du produit. Donc vas-y, raconte-nous un peu cette période. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Le rachat ou après le rachat plutôt? Allons sur après le rachat et on reviendra au rachat. Alors après le rachat, ce qui se passe, c'est que nous, on a un contexte extrêmement favorable parce qu'on se fait racheter en novembre 2019. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, il y a la pandémie. Ce qui se passe, c'est que tous les publicitaires coupent leur budget. Donc notre boîte serait factuellement morte si on n'avait finalement pas vendu à ce moment-là. Ce qui est intéressant parce qu'à un moment donné, on se posait la question de relever des fonds. Même si on avait relevé des fonds, on serait mort. Donc il y a un timing qui est très favorable. En plus, moi, je travaille beaucoup avec les équipes de M&A, des Merger and Acquisitions, et je me rends compte que tout d'un coup, ils changent complètement d'optique et ils se mettent à racheter comme toutes les autres équipes d'M&A des boîtes qui sont en difficulté et un peu au rabais. Donc tu te dis, je suis passée juste avant que la porte se ferme. Bien sûr, mais à un cheveu. Donc c'est pour ça, tu me parlais de chance tout à l'heure, bien sûr. Oui, il y a du travail, il y a beaucoup de choses, il y a l'esprit d'équipe, mais de la chance. Et ça donne de l'humilité de dire j'aurais pu être 2 fois plus smart et pas y arriver si la fenêtre de tir s'était refermée, quoi. Mais l'intelligence a beaucoup de limites. J'adore. On va y revenir à ça tout à l'heure. Continue. Du coup, moi je suis directrice du produit. Mon cofondateur est dans la partie engineering. On a toute notre équipe, on était 12 au moment du rachat. On était 10 full-time employees et on avait 2 personnes qui étaient en stage, qui ont dû vivre l'aventure de leur vie parce qu'ils ont fini sur scène en Californie à faire des hugs à Jack Dorsey. Donc c'était incroyable. Incroyable pour eux. Vis ma vie de stagiaire. Mais je pense que ça peut être intéressant à raconter après en rentrant. Donc là, en fait, notre première tâche, c'est d'intégrer notre technologie qu'on a développée dans la stack Twitter de manière très simple. Nous, on a développé une technologie qui permet de générer des recommandations d'optimisation sur de la donnée marketing. Twitter, sans partager quelque chose qui n'était pas déjà vastement public, avait un problème de concentration du revenu, c'est-à-dire que beaucoup de revenus venaient de gros comptes. Ils avaient besoin de faire ce shift, comme l'avait fait Facebook, comme l'avait fait Google, vers les SMBs, les Small and Medium Businesses. Et aujourd'hui, avant que nous, on arrive, en tout cas, ils avaient beaucoup d'account managers, donc des humains, qui devaient répondre à des gens qui avaient des problèmes sur des campagnes qui dépensaient pas grand-chose. Donc nous, on a automatisé les optimisations et donc ça nous a pris quasiment 1 an. Après, on a bossé sur d'autres produits pour les SMBs et ensuite, moi, je suis partie en Californie et j'ai changé de poste. Je suis partie dans la partie APIs, les API, donc tout ce qui est développeur. Donc, je travaille avec les développeurs qui utilisaient Twitter, qui pluguaient en fait leur back-end au back-end de Twitter pour, par exemple, Google faisait ressortir certains tweets, tu sais, encadrés quand tu fais des searches, donc ce genre de choses. Ok. Et comment c'était alors cette expérience? C'était hyper intéressant, hyper ambivalent. C'est beaucoup de mixed feelings parce que il y a l'acquisition, il y a le fait que on enchaîne direct, on n'a pas le temps de respirer. Je trouvais que c'était hyper violent cette transition. Direct, on est intégré. Enfin, il y a pas tu prends 2 jours, tu vas respirer. T'arrives, t'arrives et moi, j'ai eu le sentiment d'avoir mon identité qui était un peu secouée quand même parce que t'étais quand même CEO, cofondatrice de ta boîte. Alors moi, c'était pas mon bébé. Il y a des gens qui m'ont dit oui, ça a dû être dur de dire au revoir à ton bébé. Moi, j'avais une fille de 14 mois, c'était mon bébé, pas la boîte. Donc j'avais pas ce truc-là. C'était pas de l'attachement émotionnel malsain, mais c'est une forme de deuil, bien sûr. Et donc c'est aussi une expérimentation. Tu expérimentes ton insignifiance sur Terre quand t'as une acquisition. Parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'était ton objectif. Tu vois, depuis ta chambre en Normandie où tu te dis un jour je vais monter une boîte et je vais la faire racheter par GAFA. Finalement, j'ai pas revendu à GAFA, mais à Twitter. Et j'avais visualisé quelque part ce truc, pas parce que mon objectif c'était de la vendre, mais parce que tu dis qu'est-ce qui pourrait se passer in the grand scheme of things, et c'est normal. L'achievement, quoi. Ouais, et c'est normal d'avoir des gens qui vont te dire moi j'y ai jamais pensé, mais c'est archi faux. C'est comme si tu prends des cours de théâtre. Bien sûr que tu vas t'imaginer en train de tourner avec les plus grands. Tu vas pas t'imaginer en train de rester chez toi et faire des pièces de théâtre localement. Donc ça arrive vraiment. Et en fait, quand ça arrive, après, t'es propulsé dans le réel de ça. C'est plus le fantasme. Et comme dans toutes les entreprises, rien n'est parfait. Et en même temps, Twitter, c'était une culture extraordinaire. C'est une culture très ouverte. Mais donc, c'est parce que... Attends, juste pour qu'on comprenne bien. Donc, en fait, t'es propulsé dans une réalité qui est toujours différente de tes rêves. Qui est réelle, quoi, qui est imparfaite.
Est-ce que c'est ça qui te fait expérimenter l'insignifiance? Ou même avant d'être propulsé, de te rendre compte que c'est pas parfait, qu'est-ce que ça te fait de bosser? Donc justement, un truc dont tu rêves depuis que t'es jeune et qui finit par arriver. Et le lendemain matin, pourquoi je te dis ça? Parce que par exemple, moi, je reçois beaucoup de personnes en coaching qui ont vendu leur boîte. Donc on pourrait se dire, ça y est, elles ont cartonné, tout va bien. Quand elles viennent me voir, alors moi je ne suis pas psy, mais en général, il y en a pas mal qui ont fait une dépression avant ou un truc ou un petit burn-out bien sévère. Et ils arrivent après, une fois qu'ils se sentent mieux et qu'ils veulent penser à la suite. Ouais. Mais tu dis quand même, ils ont atteint leur rêve et what's next? Et ouais, et ils partent en couille, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est normal. Et c'est étudié, hein. Tu regardes les revues d'Harvard, tu as des articles sur le founder depression, ils appellent ça comme ça, ou les high achiever depression. C'est quand tu t'es donné un objectif qui te paraissait complètement impossible et que tu l'atteins. Tu vois, j'aime bien l'analogie de dire, tu vas monter le Mont Blanc. Il y a des gens qui le font. Et toi, tu vas te donner ce challenge-là, tu vas t'entraîner pendant longtemps, tu vas le faire. Tout se passe bien pendant que tu es dans l'effort, dans la montée, mais quand tu l'atteins et que tu vois qu'il y a plein d'autres personnes qui ne l'ont pas atteint et tu sais qu'ils sont entraînés, qu'ils avaient envie, qu'ils étaient intelligents et ils avaient une équipe extraordinaire qui méritait, eh ben, si tu as de l'empathie, ce que moi j'ai en grosse quantité, ouais, franchement, j'ai expérimenté une espèce de survivor guilt, la culpabilité du survivant, parce que t'es fier et en même temps, ça n'a pas de signification d'atteindre le sommet en soi, parce que c'est un moment. Et après, c'est fini, tu vois. Et tu peux pas t'accrocher à ce moment-là. Il est passé. Et moi, j'avais pas envie de m'y accrocher, mais du coup, après, tu te dis, c'est quoi le prochain challenge? Et t'as plus ce challenge. C'est ça, en fait, qu'on t'a retiré. T'as plus ce truc où t'as ce goal inatteignable. Et qu'est-ce que tu pourrais donner, justement? Toi, t'as vécu ça. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui est pas encore en haut du Mont Blanc, qui espère l'avoir, pour un peu mitiger cette insignifiance qu'il va ressentir dans tous les cas, mais pour éviter que ça se transforme en dépression ou juste en blues, alors que c'est dommage, entre guillemets. Je pense que le premier conseil que je vais donner, c'est de pas faire qu'un seul truc. C'est-à-dire que quand on fait que son rôle de CEO et qu'on sacrifie tout, on voit plus ses amis, on voit plus sa famille, on répond plus aux textos de la tante, etc. Et ben là, on est très seul quand ça se finit. Donc, je pense que c'est important. Je vais dîner avec mes tantes ce soir. C'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vraiment hyper important. Et c'est ce que je dis, ça paraît évident, mais j'enfonce pas des portes ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément des CEO d'ailleurs, qui sont des high achievers dans la tech, qui sont hyper seuls. Parce qu'ils ont tout dédié, ils ont tout coupé. Les États-Unis aussi, je m'en suis encore plus rendu compte quand je suis partie aux États-Unis, parce que c'est un pays qui est tellement grand. Il y a beaucoup de gens qui sont concentrés en Californie, mais qui viennent de l'Ohio, du Kentucky, du South Dakota, enfin des endroits hyper random. Et en fait, ils ont complètement coupé les ponts, parce que maintenant ils sont dans la grande ville, avec les lumières et avec les breakfasts gratuits et tous ces trucs-là, tous ces perks. Ils arrivent même pas à expliquer ce qu'ils vivent, parce que c'est trop difficile de expliquer à quelqu'un qui vient pas de ce contexte-là. Et quand ça s'arrête, comme ça s'est arrêté avec Twitter, quand il y a eu le changement de leadership, parce qu'on est passé de 8000 employés à 4000 en une soirée, et puis maintenant il reste plus que 1000 personnes un an plus tard, c'était très difficile. Et cette perte de sens et d'identité, elle existe quand on base toute son identité sur une seule chose. Hyper intéressant. Alors justement, vas-y sur Twitter. Du coup, déjà, donc là, on a parlé de l'insignifiance juste du fait d'avoir atteint le Mont Blanc et le lendemain de se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu rejoins donc cette réalité qui est sûrement géniale, mais imparfaite. Qu'est-ce que tu peux... Raconte-nous un peu ça. Moi, j'ai quand même vraiment vécu... j'ai toujours fantasmé les États-Unis et de vivre les choses en grand, de me sentir vivante. Donc, je peux dire que j'en ai eu pour mon argent. J'adore. Parce que j'ai quand même... Hollywood. Non, mais Hollywood. Et puis surtout, au bout d'un mois... voilà, Elon Musk rachète la boîte, comme ça a été très... Donc, au bout d'un mois, après toi, ton rachat? Non. Après que je sois arrivée. Non. Après que tu sois arrivée aux États-Unis. Avec ma famille aux États-Unis. Ah oui, donc au bout d'un mois, ils rachètent. Ouais, et en fait, boîte. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que c'était déjà pas clair jusqu'à la dernière seconde. Donc tout ça était on était tous tenus en haleine constamment. On avait 2 tracks mentales, une où on savait que peut-être on allait se faire racheter, donc on se préparait un peu à ça, et l'autre où finalement ça se passait pas, il y avait procès, qui était vraiment à 2 doigts d'arriver, et surprise, finalement ils rachètent. D'accord. Donc déjà, faut comprendre que ça fait 6 mois que
On est dans une instabilité totale où, en plus, il y a beaucoup de médiatisation publique de ce qui se passe. Il y a beaucoup de condescendance, bien sûr, de la part des gens qui veulent racheter. Enfin, c'est compliqué. C'est un contexte qui est pas très sain. Et finalement, quand il y a le takeover, ça se fait le soir de Halloween. D'accord. C'est pas un rachat normal, c'est un rachat hostile. Donc les gens, voulaient pas du tout que ça soit vendu. Enfin, les employés voulaient pas que ce soit vendu. C'était très varié, en fait. Ouais. Tu as toujours 20% des gens qui sont contre, très contre. Ouais. Et très vocal, parce que Twitter, c'est une culture d'entreprise où les gens étaient très, très ouverts et donc vont dire « je ne supporte pas cette personne pour X ou Y raison ». Il y a 20% de gens qui sont ultra fans et la réalité, c'est qu'au milieu, tu as quand même 60% de gens qui sont ni pour ni contre, qui sont relativement neutres. Et qui sont en panique aussi, peut-être, tout simplement. Ouais, si le truc, ça fait 6 mois c'est ambigu. Ouais, alors ça, c'est sûr qu'ils sont pas hyper détentes. Et puis, il y a des gens qui sont très inquiets à juste titre parce qu'il n'y a pas de protection aux États-Unis. C'est sûr que ça développe beaucoup d'empathie pour les Américains. C'est hyper dur. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est coupe-gorge ce pays parce que on n'a plus d'assurance médicale quand on n'est plus embauché. Et donc, quand on a toute sa famille à charge, oui, du coup, on est très motivé pour garder son job. Et donc les employés savaient, vous saviez déjà avant le rachat que si rachat il y avait, ça se solderait par pas mal de licenciements? La réalité, c'est que les gens font leur interprétation. Après, il y a aussi eu une visite officielle de Elon dans les bureaux qui était très théâtrale. Il est venu avec un lavabo. Et il y a une expression en anglais qui dit « I'm gonna throw everything away but the kitchen sink ». Okay. Ouais. Et donc pendant ce mois, au niveau, parce que je veux revenir sur ta confiance inébranlable, au niveau émotionnel, au niveau machin, tu te sens comment? En fait, moi déjà, j'ai construit tout un socle de résilience parce que je me suis mise dans ces situations très risquées et très compliquées plein de fois avant. Le rejet, c'est un truc que j'ai beaucoup expérimenté. Donc, c'est ce que j'ai dit, en fait, malheureusement, quand c'est arrivé, les fondateurs sont hyper bien équipés pour ces situations-là, parce que c'est une situation de crise. Et au contraire, moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'être dans une situation où il n'y avait pas de crise. Quand je suis arrivée chez Twitter au début, j'avais du mal parce qu'on est des junkies d'adrénaline. On a l'habitude et moi, je l'ai un peu mal vécu. Il n'y avait pas assez d'action. J'étais toujours en train d'en créer. Et c'est embêtant, ces gens-là. C'est pour ça que les entrepreneurs, ils sont un petit peu casse-pieds parfois. Faut qu'ils retournent monter des boîtes. Oui, il faut qu'ils fassent quelque chose, quoi, parce c'est des fixeurs. C'est des gens qui vont, ils arrivent avec une clé à molette, ils disent où est le problème? Et si on dit non, c'est cool, c'est de la maintenance. C'est dur de maintenir quelque chose d'existant. Donc, je pense que comme tous les autres fondateurs qui avaient à ce moment-là encore dans la boîte, on n'était pas beaucoup, mais une dizaine, c'est des moments où on était très utile pour les gens. Et je suis contente d'avoir été là pour au moins apporter ça. J'ai jamais eu autant de soutien, de gens qui m'ont contacté pour me dire merci beaucoup, juste parce que tu dis des trucs basiques, mais qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui savent être rationnels dans ces moments-là. T'étais leur super coach en interne. Je pense que j'avais certainement, en tout cas, les outils qui me permettaient, moi, de relativiser. Et si tu veux, il y a un truc qui s'est passé, moi, 2 jours avant le rachat, mon mari et ma fille ont eu un accident de vélo. Donc, si tu veux, quand tu arrives à l'hôpital aux urgences et que tu dois faire des scans de la tête et que tu as vu ta fille tomber et qu'il y avait des étincelles et tout, moi, j'ai dit à tout le monde, écoutez, je sais que c'est compliqué ce qui se passe là en ce moment, mais on reste des humains, d'accord? Il y a des gens qui ont des cancers en ce moment, qui bossent dans la boîte. Donc, il y a des trucs qui sont très, très graves, d'accord? Donc, il faut essayer de différencier. De relativiser les choses. Il faut relativiser et il faut se dire, si vous avez peur pour votre job, on va en trouver un ensemble, on va aller le chercher et on est tous là, on a tous bossé dans plein de boîtes, on peut vous aider, tu vois? Et il faut trouver des solutions. Faut pas se dire... Donc, t'étais pas du tout ni abattu ni rien, au contraire, t'es resté rationnel, calme, en te disant, on va trouver des solutions. Je suis restée rationnelle, mais j'ai dû faire beaucoup de choses pour rester rationnelle. Si tu veux, t'es obligé de te coacher toi-même, déjà de pas aller sur les réseaux. Oui, donc déjà, tu t'es coupée. Ouais. Mais complètement. Alors moi, pour info, je ne regarde plus les news depuis les attentats de Charlie Hebdo. Et ça me manque pas. Moi non plus. Ça fait 10 ans que j'ai pas regardé les news. Et certains me le reprocheront, mais c'est pas comme ça que je m'informe. Oui, moi aussi, je m'informe, mais c'est très différent de s'informer de manière proactive. Quand tu décides, typiquement, moi, avant d'arrêter d'écouter les news, j'avais l'impression que j'allais manquer quelque chose. Tu sais, c'est une espèce de FOMO s'il se passe quelque chose dans le monde. Mais en vrai, quand il se passe un truc dans le monde, le jour du Brexit, je suis arrivée au boulot à 8h30, mon collègue s'est jeté sur moi en mode « T'as vu le Brexit ?» Ouais. Bon, après, je suis allée m'informer de manière proactive Tout à fait. au moment où moi je choisis. Plutôt que de subir un truc et qui, en fait, franchement, en termes de santé mentale,
maintenant, c'est devenu un basique de ma vie, moi, de pas écouter. Tout à fait. Et donc, dans ces moments-là, non, je me suis pas réveillée avec la science infuse en me disant « ça m'affecte pas du tout ». C'est pas ça qui s'est passé, c'est que je me suis dit « c'est compliqué, il faut que je me protège. Comment je fais pour pas que ça me pourrisse ?» Parce que si tu veux, c'est comme nager dans une piscine de poison quand tu es dans un contexte comme ça. Peut-être que tu es meilleur nageur ou nageuse que les autres, donc tu dis « moi, ça va aller ». Et ça, c'est un piège terrible de penser que tu vas réussir. Parce qu'au final, tu vas avoir une crampe, ou tu vas fatiguer et tu vas en prendre un peu de ton poison et après, ça met longtemps à s'évacuer. Donc moi, mon job, c'était de me dire comment je fais pour pas prendre ce poison tant que je suis là-dedans et pour protéger les autres de ce poison, mais en leur disant la vérité. Parce que ceux qui me disaient « ah, on a été choisis parce qu'on est les meilleurs », j'ai dit non, ils en ont rien à foutre et faut que tu prépares ta sortie maintenant parce que, à moins que ça te plaise, et je te jugerai pas si ça te plaît, by the way. C'est très, très personnel. Les raisons, faut pas juger les gens qui sont restés, qui sont partis. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. C'est très personnel comme choix. Donc, faut juste se dire comment vous faites pour sortir de là indemne quelque part parce que c'est un environnement qui est très toxique. Mais donc, ok, donc tu te mets en place, on va dire, des routines de santé mentale pour avaler le moins de poison possible. Ouais. On reviendra après sur tes routines de santé mentale, mais juste pour rester sur ce sujet. Et donc, 1 mois plus tard, donc pas du tout parce que c'était insupportable ou pas du tout parce que, émotionnellement, ça devenait ingérable. C'était une décision rationnelle de dire, écoute, je suis pas à ma place, c'est trop par rapport à mes valeurs, c'est trop loin par rapport à mes valeurs. L'argent que je gagnerais si je restais 1 an de plus, c'est moins important que ça. C'est un peu ça le... Un peu, mais c'est surtout que j'étais dans un niveau de poste très élevé où j'allais in fine devoir exécuter des ordres avec lesquels j'étais pas alignée et moi c'était hors de question de devenir l'instrument de ça. Je te jure que quand t'en parles, j'ai l'impression que c'est Star Wars et que tu penses avec Dark Vador. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que si tu veux, je vais te dire un truc qui est quand même extraordinaire. Le jour où je suis partie, on était obligé d'aller travailler physiquement dans les bureaux. Donc, tout le remote working de Jack Dorsey, tout ça, fini. Donc, c'est-à-dire San Francisco, quoi. Donc, non, parce qu'on avait un bureau à Santa Monica. Ah, ça t'a sauvé, ça. Ouais. Donc, je marche. J'allais très tôt au bureau, donc je marche dans la rue. Et là, j'arrive au bureau, il y avait personne. Et dans le bureau, il y avait de la décoration. Des gens avaient encadré des tweets de personnes connues. Et là, je tombe sur le tweet de Lizzo, c'est la chanteuse, où c'est écrit « Say it with me, dis-le avec moi, I deserve this ». En majuscule. J'adore. J'étais là. Ok. C'est un moment, faut prendre un peu de distance. Ouais, it's time for responsibility. C'est clair. Et après, juste dans la même journée, donc je ressors en me disant déjà la journée était quand même particulière, parce qu'en plus il y avait des annonces très publiques qui étaient très commentées. Je sors pour prendre un café avec un collègue très tôt aussi, je sais pas, il était peut-être 7 ou 8 heures. Et là, complètement lunaire, il y a Arnold Schwarzenegger qui passe en vélo à côté de nous. Et mon collègue me dit « Oh, that's Arnold ». Et tu sais, il y a ce truc où tu as envie de vivre des aventures extraordinaires et après t'es dedans. Et il y a eu beaucoup de moments où je me disais, est-ce que je suis dans un film? Parce que je suis quand même dans une boîte qui s'est fait racheter par un milliardaire qui veut aller mettre toute la planète sur Mars comme plan B. Et il y a un Terminator qui vient de passer à côté de nous. J'adore. T'es dans la matrice, là. Tu sais plus si t'es dans la matrice ou... Non, mais ce qui était génial, c'est que, en plus, j'adore ce mec. Pour le coup, je trouve que c'est un mec extraordinaire qui est très mal compris parce que les gens imaginent que c'est un peu un bodybuilder ici, mais c'était quand même un mec qui a réussi à être bodybuilder, gouverneur de Californie et un des acteurs les mieux payés de tous les États-Unis. Donc, tu vois, quelqu'un qui a compris que tout pouvait s'apprendre et que les échecs, c'était pas très grave, c'était lui. D'accord, c'est l'égérie de ça. C'est l'égérie de ça. Okay. Et quelque part, je trouvais ça très marrant de me dire, bon, bah, ok, c'est maintenant je ferme le chapitre. C'est un clin d'œil du destin, en fait. Je sais pas, mais c'est comme ça que moi j'ai choisi de le voir, tu vois. Et je me suis juste dit, mais tu sais, la vie, elle est drôle quand même parfois, et il faut le voir comme ça plutôt que tomber dans ce truc où tu dis, c'est dramatique, j'ai perdu des opportunités de carrière ou de l'argent en fonction de ce que les gens se disent, tu vois, à ce moment-là. Tu peux toujours te refaire, c'est pas grave. Et ça, c'est hyper intéressant sur le sujet de l'argent, ou même de la réussite. C'est que ce qui est intéressant, c'est ta capacité à avoir gagné. Quand tu as cette confiance, tu t'en fous de perdre de l'argent parce que tu sais que tu vas le regagner. D'ailleurs, on voit des gens comme ça, qui perdent beaucoup d'argent, mais qui le regagnent. Alors que ceux qui, à un moment, gagnent et sont hyper angoissés à l'idée de perdre ce qu'ils ont,
même si c'est et qu'ils l'ont pas encore, mais un potentiel à avoir comme l'earn-out, je les ferai travailler sur mes muscles, ta confiance, à regagner cet argent-là, en fait. Parce que ça a aucune... Et quant à ça, t'es tranquille, t'en as plus rien à faire. Je pense que tu as tout à fait raison. Après, il y a le truc, c'est que, encore une fois, il y a ce fameux coût. Les gens comprennent pas le concept de coût, parce qu'ils disent, je vais rester parce qu'il y a de l'argent à gagner. Mais le coût, il existe, c'est juste qu'il est sur leur santé mentale, sur leur capacité à être un bon ami, un bon frère, un bon parent. Et puis demain, leur santé physique, à mon avis, parce que... Oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'est ça, c'est de reframer, de se dire, où est le vrai coût? Alors, faisons un scénario catastrophe. Tu serais resté 1 an de plus. Quel aurait été ton coût, à ton avis? Énorme. Je pense que j'aurais été l'ombre de moi-même. J'aurais eu énormément de honte d'avoir participé à ça, d'avoir supporté. Pour moi, encore une fois, je ne juge pas du tout les gens qui sont restés parce qu'il y a des gens qui sont hyper courageux. J'ai eu de la chance extraordinaire d'être à la 3e année de mon burn-out. Et ça fait 6 mois que tu t'es fait racheter ta boîte. C'est pas pareil. Non. Et ça aurait été la pire des choses. Parce que après avoir sacrifié beaucoup de choses, parce que c'était dur, l'entrepreneuriat, et là, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai réussi à faire tout ça, et finalement, on te retire le tapis de sous les pieds, ça, c'est inacceptable. Il y a rien qui... Même moi, j'aurais jamais pu... ça m'aurait détruit. J'aurais pas pu me dire, c'est bon, je vais le retrouver ailleurs. Je me serais dit, j'ai fait tout ça. Vraiment, j'ai fait tout ça pour ça. Si je perds mon estime en moi-même, je vaux pas grand-chose. Bien intéressant. J'ai souvent donné ce conseil aux entrepreneurs au moment où ils vendaient leur boîte. Sois content avec ce que tu vas toucher en cash au moment de la vente. L'earn-out, c'est une cerise sur le gâteau, mais prépare-toi au scénario où tu vas pas toucher ton earn-out parce que, enfin, moi, je vois, en tout cas autour de moi, peu d'entrepreneurs ont envie. Alors toi, c'était un cas particulier qui était extrême, mais même dans des cas beaucoup plus pisses, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se barrent avant la fin de leur note parce qu'ils s'ennuient. Comme tu dis, c'est des fixeurs et ils s'ennuient. Donc j'ai souvent donné ce conseil aux entrepreneurs. Essaie de négocier un deal où si t'as pas leur note, t'es hyper content. Mais pas tout sur leur note parce que les stats sont là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui finalement quand même est resté assez loin dans ton earn-out? Ouais. Moi, je me suis fait une violence extraordinaire. J'étais très bien, hein, les gens étaient contents de ma contribution, mais moi, j'avais l'impression d'être avec le frein à main tout le temps. Donc, déjà, je suis pas restée, enfin, je suis partie un peu, j'ai fait une pause qui était super pour m'occuper de mon fils et je suis ravie de ça. Après, quand je suis revenue, il y a eu un peu des nouveaux challenges, donc ça allait, ça bougeait un peu. Et puis après, comme ça allait pas assez, je me suis recréé un challenge et je suis partie aux États-Unis parce que personne m'a dit, Marie, on a absolument besoin de toi là-bas. C'était une boîte qui était à fond sur le remote. Ils voulaient pas forcer les gens à bouger. Donc tu pourrais rester plan-plan, mais c'était pas possible pour toi. Mais donc tu dis que même avant d'arriver au cas extrême du rachat par Elon, c'était dur. C'était dur de rester jusqu'à l'earn-out. C'était très dur. Et je pense que j'avais beaucoup de culpabilité de penser comme ça. Parce que je me disais, quelle chance t'as et ça te va pas. Mais en fait, maintenant, j'ai compris que c'est une nature. Il faut pas on est qui on est. C'est pas bien ou mal de vouloir. Est-ce que ça veut dire que si jamais un jour tu remontes une boîte et qu'elle se fait racheter, tu essaieras de négocier un deal sans earn-out? Je resterai pas du tout. Ouais. Ou au moins, même si tu dis OK pour l'earn-out, toi, dans ta tête, tes calculs, tu te dis je m'en fous de l'earn-out, quoi. Non, je négocierai. Moi, j'ai essayé de négocier l'earn-out. C'est un truc qui a pas été négociable. Il y a d'autres choses, plein d'autres choses que j'ai réussi à négocier. Et ça, en tant que first-time founder, ils m'ont dit hors de question. Et c'est normal, en fait. Bien sûr. Il y a des choses que tu peux pas. Ouais. Et puis, ils voyaient qu'on allait avoir une valeur en interne. Ils avaient besoin de nous pour des postes stratégiques. Donc, ça faisait partie du deal. Mais c'est sûr que tu apprends. Alors, moi, je pense que par rapport à ta question, qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs? La réalité, Mounia, c'est que, tu sais, tu peux négocier des trucs, mais c'est compliqué aussi. Hein. Tu as des armées d'avocats. C'est une boîte énorme. Si eux, ils te rachètent, ça change ta vie. S'ils te rachètent pas, eux, ils dormiront la nuit. Ils s'en rappelleront même plus au bout d'une semaine. Alors que toi, toute ta vie, tu te diras, j'ai failli vendre ma boîte. Non, mais c'est pour ça que moi, je dis pas forcément si on arrive à négocier sans earn-out, génial, mais honnêtement, j'y crois pas. Enfin, il y a très peu de cas où ça marche, cette histoire, parce que souvent, ils ont besoin de l'earn-out. Oui, ils ont besoin de la personne aussi. Voilà, de la personne, oui. Donc, du coup, mais par contre, c'est de se dire en soi-même, je vais négocier un deal global qui fait que si j'ai pas l'earn-out, je suis quand même très satisfait de ma vente. C'est sûr. Ça, c'est un super conseil. De toute façon, il faut négocier le max. Après, c'est comme tu sais, il y a plein de gens qui me disaient, quand je levais des fonds, ils me disaient try to raise more than you need. Merci. Ah bon? Ah bon? Essaye de lever plus que ce dont tu as besoin, mais j'aimerais bien, mais j'arrive même pas à lever la moitié de ce dont j'ai besoin. Donc, tu vois, il y a ce truc, c'est vrai qu'il faut essayer de négocier comme ça dans un monde parfait. T'as pas de menottes. Mais moi, c'est sûr que la privation de liberté, qui est liée au statut d'être un employé, je l'ai très, très mal vécu, mais ça n'a rien à voir avec la boîte.
Ça a à voir avec moi. Oui, c'est que tu sais, comme tu dis, il faut se connaître dans la vie, et puis c'est tout. Et de retour en France? En fait, on a profité pour déjà prendre une pause en tant que famille. Donc, on a voyagé, on était là avec les enfants parce qu'en fait, on a aussi perdu notre droit de travailler quand je suis partie, et mon mari aussi. Donc c'est pour ça que c'était un peu impliquant, parce qu'on a perdu le visa de travail. Ouais. Donc on a quand même décidé de rester jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et au lieu de rester aux États-Unis, parce qu'on aurait pu le faire, j'aurais pu me trouver un autre job sur place, on a pris la décision de rentrer en France à ce moment-là, parce que j'avais envie aussi d'être plus présente pour certaines des boîtes dans lesquelles j'ai investi. D'accord. Et il y en a 60% qui sont en France, donc je pense qu'il était temps. Je suis contente d'avoir vécu toute mon aventure, et maintenant aussi, tu sais, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées plus tôt, j'avais un peu envie de quitter la France et de voir autre chose, mais je l'apprécie énormément, et j'ai aussi envie d'être là et de redonner à mon échelle. Mais on t'apprécie aussi, on est content que nous sois revenus. Je vais te proposer un truc, Marie. Et si on enregistrait un deuxième épisode? Ouais. Parce que j'aimerais bien que tu nous parles de ton activité justement de Business Angel. Ouais. Je pense que tu as plein de trucs à nous dire. Et ça mérite un deuxième épisode. Avec plaisir. Bon, à très bientôt alors. À bientôt. Merci. Merci. Top. Ouais, je me suis dit ça nous fera une pause et... T'as raison. Good ça idea. Va ça va et toi? Ouais, super, super. Allez, je vais... Ça te plaît la pause technique.